d'être sur votre plateau et nous sommes contents de discuter, d'échanger pour apporter notre pierre à l'édifice pour construire ce pays. Merci. Et c'est bien parti pour 2 heures de temps. Nous allons discuter également, vous les téléspectateurs, avec ce numéro que vous allez voir défiler au bas de votre camp. Vous aurez également la possibilité de nous envoyer des messages pour dire exactement ce que vous pensez, justement, parce que chacun a son avis ici. Alors nous allons introduire le 3e invité aujourd'hui qui nous vient du PCRN. C'est M. Pascal Ntonk, à qui on dit bon après-midi et bon dimanche. Merci. Bon après-midi, Flora. Bonjour à tous les téléspectateurs de LTN TV et à toute la communauté nationale. Alors nous allons commencer par cette lettre qui a été envoyée par le JICAM au ministre de la Justice au cours de la semaine, qui signifie justement qu'il ne pouvait pas recevoir la délégation qui a été envoyée au JICAM. Nous posons bien la question parce que nous allons avoir d'ici peu un représentant du RDPC qui pourra revenir justement sur les dessous de cette affaire. Comme on en parlait justement, il faudra bien savoir ce qui s'est passé parce que nous savons très bien que le ministère de la Justice est quand même l'un des ministères les plus crédibles du Cameroun. Et revenons là-dessus. Et on pose la première question à M. Gomsi. Qu'est-ce que vous en pensez justement quand vous avez appris cette nouvelle? Oui, il faut dire que c'est un peu curieux. C'est un peu curieux de voir le JICAM refuser de rencontrer une délégation conduite par le ministre de la Justice, il faut le dire, M. Jean Dutumomo, qui a répondu à l'invitation du JICAM, qui a invité le ministre de la Justice. Mais celui-là a plutôt envoyé son ministre délégué. Oui. Sur le plan administratif, est-ce que c'est un vice de forme? Il faut dire clairement, je ne pense pas. Mais maintenant, il faut plutôt chercher à comprendre quels sont les motifs, quelles sont les raisons qui ont poussé Célestin Tawamba à être aussi dur envers le ministre délégué. Il a été envoyé par le ministre par sa tutelle. En tant que ce représentant, on serait attendu peut-être que malgré que Célestin Tawamba ne soit pas d'accord, logiquement ne soit pas d'accord avec l'arrivée de gens de Dieu, mais qu'on écoute quand même. Généralement, c'est ceux qui viennent généralement d'abord prendre le pouls. Donc on peut penser que Jean de Dieu venait prendre le pouls afin d'aller exposer faire un rapport à ses hiérarchies. Maintenant, ça donne le temps encore au GICAM d'interpeller. Vous savez, chez nous, les responsables n'aiment jamais être au premier, à la première étape. Ils aiment toujours les fusibles. Ils aiment toujours les fusibles, le temps de comprendre ce qui se passe avant de se présenter eux-mêmes. Bon, c'est très curieux quand même. Et peut-être Célestin Tawamba pense que Momo est un pantin, que Momo n'est pas en mesure de résoudre leurs problèmes, mais il ne s'agissait pas de ça. Mais c'était pour quand même poser les problèmes à Momo, au ministre délégué, qui devait recueillir ces problèmes afin de transmettre. Donc, on peut aussi voir là quand même une volonté du JICAM à vouloir clairement se faire respecter par le gouvernement et en cet acte-là, on comprend que le JICAM veut s'imposer sur la scène et dire au gouvernement, au moment il est grand temps que vous cessez avec cette méthode fanfaronne. On vous invite, venez clairement répondre aux questions parce que nous sommes le JICAM, nous sommes l'avenir, c'est nous qui construisons le Cameroun. Ah oui. Donc venez nous écouter quand on vous appelle. On peut comprendre également comme ça. Merci pour cette belle analyse, M. Gomsi. Et moi, je pense bien que nous allons avoir l'avis du MRC, à savoir si ce n'est pas un problème de personne, comme M. Gomsi le disait tout à l'heure. Et nous avons bien sûr le représentant du RDPC qui vient d'arriver, M. Yut, à qui on dirait bonjour tout à l'heure, mais bien avant, nous posons la question à M. Gildas, voilà, de savoir justement qu'est-ce que vous en pensez. En principe, il faut essayer d'abord d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que le JICAM en 30 secondes. Le JICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. C'est cette entité qui regroupe tous les grands patrons en termes d'économie au Cameroun. Le JICAM, c'est 70% de l'économie du Cameroun. Tout à fait. Cette entité-là, lorsqu'elle se déplace,
lorsqu'elle invite une autorité comme le ministre de la Justice, le ministre garde des Sceaux, à la rigueur, il devrait peut-être, si son programme ne lui permet pas d'assister aux échanges, reprogrammer à une date où il sera lui-même présent. Je crois bien que cette rencontre a déjà été reprogrammée pour une autre date. Justement, c'est même pour ça que le JICAM se sent insulté. Oui. Parce que c'est nous, l'économie du Cameroun en quelque sorte. C'est nous qui avons le pouls de l'économie. Quand nous disons que les choses ne marchent pas dans l'économie, nous savons ce que nous disons. Ah, parce que je ne comprends pas. Je parle du JICAM. Voilà, d'accord. Je parle du JICAM. Okay. En fait, oui, parce que c'est le JICAM qui adresse ces lettres. Pour eux, renvoyer une fois, deuxième fois peut-être, et envoyer une délégation, mais ça c'est minimiser le JICAM. Et ça c'est dans l'ADN du pouvoir en place. Ils savent rabaisser les personnalités, ils savent rabaisser les entités pour ne pas vous donner la crédibilité qu'il faut à la hauteur à laquelle vous êtes. Ça c'est exactement comme ça qu'opère le régime en place. Si, pour lui c'est mon analyse à moi, si je reçois le JICAM, je suis en train de donner la crédibilité au JICAM, oui. Alors que non, il faut que je le rabaisse, il faut que tout ce qu'il fasse comme note pour alerter la population, tout ça, qu'on ne prenne pas en compte parce que et c'est eux qui maîtrisent. S'il faut bien que je comprenne, vous êtes en train de défendre le JICAM en disant que le JICAM voulait justement s'imposer devant le gouvernement. Non, ça se dit certainement supérieur. Pas que vis-à-vis un groupement aussi important. Un groupement aussi important que le JICAM, en réalité, discute avec la stratégie même du gouvernement quand il s'agit de l'économie. Absolument. Oui. Donc c'est directement même avec le président de la République qui devait discuter dessus dans d'autres pays. Ça se passe comme ça parce que c'est l'économie du pays. Quand on parle économie, quand on parle investissement, quand on parle avenir, on va vers ceux-là qui maîtrisent l'affaire. Donc, les intermédiaires, peut-être, je ne sais pas pourquoi, quelle était la question même, donc je ne peux pas trop aller de ce côté-là, mais ils se sentent un peu insultés. Parce qu'ils disent, une fois vous nous avez renvoyé, la deuxième fois vous envoyez une délégation, non, ça c'est nous insulter. Nous, le patronat, nous les grands patrons, je ne sais pas si vous voyez un peu, voilà, c'est comme ça que j'ai compris la lettre. Parce que regardez bien dans la lettre, le patronat refuse de recevoir la délégation du ministre. Parce qu'ils disent, c'est avec le patron lui-même que les patrons échangent entre eux et non avec des intermédiaires. Voilà. Merci beaucoup, M. Gildas du MRC. Alors, pour mieux rebondir, M. Pascal du PCRN, nous allons d'abord recevoir, bien sûr, oui, M. Pascal, oui, du PCRN, nous allons d'abord recevoir M. Yut, qui représente le RDPC ici, et qui pourra certainement revenir sur les raisons de cette rencontre qui, ma foi, était très importante, mais qui n'a pas eu lieu, qui a été renvoyée à une autre date. Bon après-midi et bon dimanche à vous. Bon dimanche, Madame Flora, et bon dimanche aussi à l'ensemble des co-panélistes et un salut particulier à l'ensemble de vos millions de téléspectateurs. Le RDPC vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. Nous excusons pour le léger retard, pour les raisons dépendantes de notre volonté. Pour revenir à cette situation, notre démonstration est sortie de ce jour, va concourir à démontrer que le président du JICAM n'est plus l'interlocuteur et ne peut plus, doit présenter sa lettre de démission au JICAM parce qu'en réalité, dans le cadre des fondamentaux du JICAM, ils doivent dialoguer avec l'État. Sinon, ça ne les servait à rien du tout de pouvoir se mettre donc d'harmoniser leurs forces et leurs énergies pour pouvoir, parce que ça c'est pour peser auprès des négociations et avec qui? Avec l'État, premièrement. Donc nous allons démontrer ici que le JICAM n'a plus d'interlocuteur valable auprès de l'État parce qu'en réalité, on ne choisit pas l'interlocuteur que l'État vous présente, mais on choisit plutôt de négocier avec l'État. Ce n'est pas un problème d'un individu, mais c'est une situation d'entité à entité. Tout comme on parle du JICAM et on parle de l'État. Alors l'État, c'est toute cette entité et c'est tout cet ensemble. Alors à partir du moment où vous ne voulez plus dialoguer avec les représentants de l'État, ça peut être les représentants au plus haut sommet, comme ça peut être des représentants à tout bord et à tout niveau, mais ils sont des représentants de l'État. À partir de ce moment-là, le président du JICAM vient de se mettre lui-même hors jeu dans le cadre donc du dialogue social. Et un JICAM qui ne peut pas dialoguer avec l'État, en réalité, ne sert plus à rien du tout.
Et je vais vous dire une chose. Au cours de cette émission, nous allons démontrer beaucoup de choses. Par exemple, l'entreprise n'est pas seulement le patronat. L'entreprise, c'est la classe ouvrière, les salariés et le patronat. Le trait d'union entre la classe ouvrière et le patronat, c'est l'État. Et je crois bien que les plus grandes décisions se prennent au niveau du patronat, dans la gestion des entreprises. Non, au mensonge. C'est encore une utopie. Lorsque vous êtes en train de vouloir créer une entreprise, ça commence par là. Vous avez d'abord besoin de savoir quoi? Quel est le cadre juridico-légal de la création de cette entreprise? Après, vous voulez qu'elle soit quoi? SARL, SA, ainsi de suite. Qu'est-ce qui commence? C'est le cadre juridico-légal. Dans le cadre maintenant du contentieux, qu'est-ce qui va garantir votre investissement? C'est la justice. Et lorsque vous décidez de ne plus dialoguer avec la justice, qui est une entité de l'État, vous imaginez faire quelles affaires? Qu'est-ce qui va protéger votre marché? Qu'est-ce qui va protéger vos investissements? Qu'est-ce qui va vous amener à ce qu'on peut faire du protectionnisme? Je vous rappelle que lorsque vous êtes dans un marché intérieur, c'est l'État qui garantit le protectionnisme. C'est l'État qui régule. Et ceci n'est pas nouveau. Lorsque les néolibéraux étaient en train de considérer qu'il fallait à tout prix un interventionnisme de l'État pour pouvoir réguler les marchés, c'est ce qu'on avait appelé à l'époque keynésienne le comportement moutonnier. C'est ça que le président du JICAM est en train de démontrer aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai une foi au dos lorsque j'ai lu cette note, en considérant que mais, ce monsieur, le mandat qu'il a reçu de ses pairs, il vient de le détruire. C'est comme si, par exemple, vous êtes président de la République et vous décidez que vous ne respectez pas la Constitution de l'État. J'irais justement poser la question à M. Pascal du PCN, M. Pascal Touk, de savoir si vraiment il est d'accord avec vous, parce que là, vous fustigez beaucoup le JICAM à la faveur, justement, du gouvernement, qui, ma foi, doit travailler corps à corps avec le JICAM. Puisque si déjà le JICAM représente, comme le monsieur du MRC a dit tout à l'heure, à plus de 80%, l'économie du Cameroun est couverte par le JICAM. Qu'est-ce que vous direz? Je voulais faire une précision sur cette question-là. Oui. Si je ne fustige pas le JICAM, parce qu'en réalité, le JICAM a connu plusieurs gouvernants, plusieurs présidents. Oui. Nous avons connu André Fotso. Nous avons connu Olivier Guillet. Nous avons connu les Potins Alerma et tout. Et le tout, lorsqu'on est président du JICAM, c'est de renforcer le dialogue avec l'État, de le consolider et de continuer à amener l'État à plus d'inflexion pour pouvoir augmenter le niveau d'intérêt et des avantages du patronat. C'est de ça dont il est question. Mais lorsque c'est vous qui dites maintenant, vous vous excusez, vous dites je ne dialogue plus avec cet État, parce que c'est moi qui définis maintenant les règles du dialogue, on marche sur la tête. Je donnais la parole tout à l'heure à M. Pascal Touk du PCN, qui certainement aura quelque chose à dire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, déjà, comme l'ont dit mes prédécesseurs, le JICAM n'est pas un interlocuteur comme les autres. Oui. Pour l'État, c'est quand même plus de 70% oui. D'apport au budget de l'État, pratiquement, et avec plus de 900 milliards hein, plusieurs entreprises représentées. Vous voyez, c'est un géant en termes dans le relief économique du pays. Donc il est très avantageux pour l'État camerounais de pouvoir dialoguer de façon permanente avec le JICAM, qui plus est un groupe patronal. Oui. Mais le quoi que peut survenir ici dans la mesure où l'État a une vocation régalienne, c'est-à-dire l'État s'assure que la mission de régulation qui est la sienne est clairement assumée, clairement clairement remplie. Bon, mais c'est parfois occulter quelque chose d'essentiel. C'est occulter le fait que le JICAM peut certainement être dans une posture où il n'y a que la tutelle du ministre d'État en question qui peut aisément recueillir ces doléances-là. C'est d'autant plus que ce n'est pas la première fois que le ministre d'État est attendu et même assiste rencontre le JICAM. Nous savons que très récemment c'était le ministre des Finances et suivi du ministre des Travaux publics, monsieur son excellence Daniel Djoumessi, qui, connaissant les enjeux, connaissant le poids
être conscients du poids que représente le GICAM, sont venus personnellement pour rencontrer le patronat, recueillir les doléances et donc pouvoir les traiter de façon en connaissance de cause du sujet qui leur est présenté. Je pense que la délégation envoyée par le ministre d'État Laurent Esso est perçue de façon un peu subjective, on va dire ça comme ça, par le GICAM. Surtout qu'il faut aussi avouer que le ministre Jean de Dieu Momo ne venait pas seul. Il venait avec une délégation hautement technique qui était censée recueillir de façon très succincte les réclamations, les doléances du GICAM. Mais bon, mal leur en a pris parce que nous imaginons que le GICAM, ils sont dans une fonction de lobbying, ils veulent à tout prix toucher, impacter ceux qui sont capables de prendre les décisions de façon claire et de pouvoir les comprendre de façon vraiment optimale pour mieux apporter des solutions à ces problèmes. Merci beaucoup, M. Pascal. Je vais poser la prochaine question à M. Gomsi du SDF, à savoir si, justement, qu'est-ce qu'il pense du fait que cette rencontre a déjà été renvoyée. Ce n'est pas péjoratif de penser que ce n'est pas, pour certaines raisons qui n'étaient pas, ma foi, problématiques. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Non, disons simplement que nous n'allons pas entrer dans le subconscient ou alors ce que le GICAM avait à l'intention de faire, mais il est tout à fait quand même clair qu'on doit observer un certain nombre de faits sur cette situation. À partir du moment où la rencontre a été renvoyée pour la première fois, on ne saurait dire que la deuxième fois a été renvoyée. La deuxième fois, je l'ai dit ici, le ministre a envoyé une délégation du GICAM. Parce que nous voulons comprendre les raisons qui peuvent nous motiver, qui peuvent faire ce que le GICAM refuse de recevoir un ministre délégué qui, ma foi, a qualité d'être écouté. Ma foi, a qualité d'être écouté par le GICAM. C'est un ministre délégué, il a été envoyé par son ministre de tutelle avec une forte délégation. On ne peut pas dire que cette fois-ci, le gouvernement n'a pas répondu présent à l'invitation. Maintenant, la forme pose un problème au GICAM. Et je pense que la meilleure réponse pour nous venir du GICAM. Mais ce qui m'a intéressé tout à l'heure, c'est de voir comment, au niveau du RDPC, on s'est rappelé de l'interventionnisme de l'État. On se rappelle comment, lorsqu'on parle de GICAM, il s'agit aussi des ouvriers. C'est-à-dire que je me rends compte, justement, donc le RDPC connaît très bien que la chaîne constructive, il y a les ouvriers, il faut intervenir quand les situations... Mais nous vivons des situations où les ouvriers sont complètement délaissés au gré de l'État, au gré du GICAM, du patronat. C'est-à-dire que les ouvriers sont abandonnés à eux-mêmes. Regardez par exemple, on a une fameuse, sur le code de travail, il y a une fameuse loi qui est vraiment inédite et déshumanisante pour le chercheur d'emploi. Lorsqu'on vous dit que celui qui cherche l'emploi est libre de discuter de son salaire avec l'employeur. Mais ça, c'est exactement comme si je venais dans un poulailler, je mets un renard dans un poulailler, et on dit que bon, ici, vraiment, chacun est libre. Le renard est libre, les poules sont libres, et je ferme le poulailler, je pars. Non, on connaît ce qui va se passer. Le renard va dévorer toutes les poules. C'est la situation dans laquelle l'État laisse les chercheurs d'emploi au Cameroun. On vous dit que vous êtes libre, vous êtes dans le besoin de travail, mais on vous dit que vous êtes libre de discuter le salaire avec votre... Non, vous n'avez pas cette capacité. Alors, on voulait bien voir cet interventionnisme-là de l'État à ce niveau. Je veux bien voir à ce moment comment l'État vient intervenir à ce moment pour dire vraiment non, celui-ci, voici comment il doit être recruté. Mais il est abandonné à lui-même parce que sous le dictat de l'employeur. Justement, dans cette lettre, il est indiqué qu'ils sont prêts à recevoir cette délégation à une autre date. Et j'aimerais savoir pourquoi revenir dessus quand on sait que justement cette rencontre quelque part devrait être faite normalement dans une autre date. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure.
Et ça démontre le fait que le GICAM se sent insulté. Moi, je vais revenir là-dessus. Le GICAM se sent insulté. Le GICAM dit, sous d'autres cieux, je vais prendre le cas du pays dont le gouvernement aime trop citer, le cas de la France. Lorsqu'on organise les salons d'agriculture, c'est le président qui va vers eux. C'est le président qui va vers le patronat. C'est le président qui, pour implémenter sa stratégie d'économie ou bien d'investissement, va rencontrer les investisseurs. Ce ne sont pas les investisseurs qui vont... Mais parce que c'est eux qui tiennent l'économie en fait. Vous avez besoin d'eux. Comme ils ont aussi besoin de vous, cette collaboration devrait exister, justement. Voilà. Ça montre le respect que tu as envers la personne avec qui tu échanges. Or, j'ai dit tout à l'heure, dans l'ADN du RDPC et du gouvernement en place, ils ont cette habitude de minimiser des personnes qui doivent dialoguer avec eux. Les institutions étatiques devraient être respectées, que ce soit par un patronat ou bien, je ne sais pas trop, par... Est-ce que le patronat n'a pas respecté cette entité étatique qui est le ministre de la Justice? On peut le penser. Avec comment? Moi, ce que je veux voir, c'est que une première rencontre a été faite. Le ministre n'était sans doute pas disponible. Il a renvoyé. Parce que quand vous renvoyez, c'est pas feu de bois. Donc on peut attendre la date que vous allez. Justement. Vous pouvez, selon votre emploi de plan, pour être là, pour être disponible. Une deuxième fois, mais qu'est-ce qu'on attend? Vous ne nous prévenez même pas, mais c'est une délégation qui arrive. Non. Il y a quand même quelques petites règles de civilité. Est-ce que par hasard vous n'avez pas été informé que ça a été, ils ont prévu cette visite et que la délégation n'était pas attendue? C'est pas la délégation qui est attendue. Vous pensez qu'un GICAM peut s'asseoir et faire une lettre pareille et avoir été informé à l'avance? Ils auront peut-être refusé la délégation. Ça peut quand même des étapes. Oui, si on vous informe à l'avance d'une situation et que vous acceptez la délégation arrivée, vous allez la recevoir. Si vous ne voulez pas de la délégation, vous dites nous ne voulons pas de la délégation et la délégation ne se présente même pas. Et ça, c'est simple. Ce n'est pas une histoire de on va aller chercher à... Moi, je remercie mon panéliste du SDF d'avoir soulevé certaines petites questions. Parce que c'est aussi là, le pouvoir en place, c'est frapper le marteau sur l'enclume, sur le clou, à chaque fois qu'il pense que on veut le rapport de force. Alors que quand il faut intervenir et frapper là où il faut, ils ne sont jamais présents. Allez faire une petite enquête dans la rue des licenciements abusifs, des salaires non payés, des harcèlements au lieu de travail, des injustices que subissent. Je vous dis, vous allez tomber de nu. Vous allez tomber de nu. Un patron est capable de payer 4 à 5 fois le salaire qu'il devait vous payer, ou bien votre dû quand vous démissionnez de son entreprise, pour ne rien vous donner, et pour taper les autres en leur disant, vous ne partirez pas d'ici, et qu'ils restent dans l'enclos, que de vous payer ce qu'ils doivent vous payer. Ça se vit avec des soi-disant inspecteurs de travail que nous avons là partout, qui viennent prendre de l'argent. Ça se sait. Mais où a intervenu l'État depuis tout ce temps-là? Aujourd'hui, on reconnaît quand même qu'il y a un lien entre le patronat et les ouvriers qui sont des employés. Comment pouvez-vous estimer qu'un étudiant, qui vient de finir une formation, a la capacité de négocier avec quelqu'un qui est dans les affaires depuis 30 ans? Peuvent-ils s'asseoir sur une table de négocier salaire? C'est impossible. On doit réglementer cela. C'est après autant d'années que tu as la jugeote de négocier en fonction de tes capacités, de tout ça, pour négocier un salaire. Ça ne se fait pas. C'est au Cameroun qu'on va voir tout cela. Allez à côté au Gabon. Lorsque vous avez une licence et que vous voulez un travail, on sait le minimum ce qu'on va vous payer. C'est connu, on ne discute pas. Pourquoi au Cameroun, c'est fréquent, on trouve des licenciés, des gens qui ont le doctorat qui courent sur les 50 000 parce qu'ils sont dans l'administration. Ça c'est connu. Mais l'État n'a jamais rien dit. Pour eux, 38 000 c'est le SMIC. Donc 38 000, le ministre du Travail a déjà... On ne peut pas vivre au Cameroun avec 38 000. Il a démontré sur des plateaux de télévision comment on peut vivre avec 38 000. C'est lui qui l'a dit. Il a démontré. En disant, vous voulez une chambre de 10 000, comme si à Douala, vous pouvez trouver une chambre de 10 000. Ainsi de suite. Donc, je leur laisse... Je renvoie la question un tout petit peu, je reviens vers vous, M. Gonsi, je renvoie la question à M. Youd de savoir, dictature ou bien oppression, je ne sais pas, ou bien négociation. Vous prenez pourquoi? L'État, justement,
en question est chargé de réglementer certaines choses. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là. Mais l'État ne cesse de dialoguer avec l'ensemble des acteurs sociaux. Et ici, c'est plutôt, nous constatons, c'est un constat, que depuis l'avènement de l'actuel groupe de management du JICAM qui a succédé au feu André Fotso, nous constatons que la connotation politique est en train de vouloir prendre le pas sur la réalité économique. Pourtant, le monde des affaires et le monde économique et le monde de la finance et le monde entrepreneurial est au-dessus de la mêlée politique. Parce qu'en réalité, ils ont tout simplement besoin d'un cadre réglementaire qui est favorable à l'éclosion du monde des affaires. Donc ce que veut dire que si vous venez de la gauche ou de la droite, ou bien vous êtes socialiste ou bien capitaliste, peu importe pour eux, tant que vous leur apportez la capacité à pouvoir engranger le maximum de bénéfices et à garantir leurs investissements, ils vont travailler avec toute politique. Mais maintenant, lorsque vous avez commencé à faire des orientations à connotation politique, et c'est ce que nous observons, lorsqu'on nous dit par exemple que les responsables du JICAM sont minimisés par le régime, moi je me porte en faux par rapport à ça, parce que l'actuel président du JICAM, M. Tawamba, il a déjà été reçu au plus haut niveau de l'État, pas une fois, à maintes reprises. Il fait partie d'une délégation. Et il a même souvent fait partie des délégations du chef de l'État. Quelle est cette affaire où vous voulez faire de la récupération politicienne? Ici, nous sommes en train de dire que le président du JICAM a fauté. Parce qu'en réalité, on ne choisit pas ses interlocuteurs lorsqu'on est en train de négocier ou bien lorsqu'on parle ici de la collaboration, du dialogue social avec un État. Ça, c'est une première chose. Je suis en train de vouloir vous dire aussi que venir nous dire que c'est européen 70%. C'est l'État qui garantit tous ces éléments. Parce que l'État peut décider de faire une orientation politique, de nationalisation des entreprises. On l'a connu dans Sudo Kossieux. Vous allez dire que Kwasio Boupéa va exister. Je vais vous prendre un exemple. Le président du JICAM, le PDG du groupe Cadiz Invest, où il est parmi les grands producteurs des pâtes alimentaires. L'État peut par exemple dire que nous ici au Cameroun n'allons plus importer du blé. Par exemple. À partir de ce moment-là, si vous n'avez pas accès à la matière première, qu'est-ce qui va vous garantir la suite? Le Cameroun a eu une époque où beaucoup d'entreprises ont été privatisées. C'est une politique, c'est une orientation. Et est-ce que ça a marché? J'aimerais bien savoir. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse tout de suite le point sur ça a marché ou pas. Il faut d'abord, avant de dire privatisation tout simplement, il faut dire quel était le type de privatisation. Comment on a eu pour le faire? Est-ce que c'était des affermages? Est-ce que c'était des concessions? Et quels en étaient les objectifs et quels critères d'évaluation on doit mettre sur pied? C'est toute une commission. On ne va pas se perdre le temps par des thématiques populistes. Revenons sur la réalité. Pour vous dire que l'État est au cœur, au début, et il est central dans le cadre de pouvoir tirer le maximum de profit auprès de cet État qui vous protège et qui protège vos intérêts. Mais lorsque c'est vous qui décidez que voilà le type d'interlocuteur que nous voulons, et déjà même, M. Pascal a essayé de l'évoquer, la délégation de haut vol qui a été envoyée et décidée par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, composé du ministre délégué à la justice, composé... mais quand on parle ici, avant d'en arriver, par exemple, à la signature ou bien à des accords au sommet de l'État, on commence d'abord par 600 pages et après on sort les documents de synthèse pour la décision. Est-ce qu'ils étaient à la phase de conclusion pour dire qu'au niveau du sommet de l'État, l'État n'était pas suffisamment bien représenté? C'est cet amalgame-là. Et c'est là où je dis que lorsque, de manière unilatérale, le président du JICAM
il prend une lettre et ce que nous voulons tel. Alors, vous ne pouvez pas dire que nous voulons tel si vous ne connaissez pas qui est en train de venir. C'est ce jour qu'il a découvert. Non, mais je ne sais pas. Mais le problème c'est que l'administration est écrite. Donc ça veut dire que c'est quand il obtient une note administrative donnant composition. Et en fait même, si vous regardez aussi la correspondance qu'il a sûrement adressée au ministre d'État, vous allez voir qu'il n'a pas dit que je vous veux. Il écrit au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Logiquement, à tel événement, nous sollicitons que le ministère de la Justice puisse nous accompagner et être présent. Ça ne veut pas dire que c'est le ministre de la... Vous pouvez écrire en directeur général, lui-même le PDG Tawamba. On écrit au directeur général, par exemple, du groupe Cadiz. Mais il peut vous coter le dossier au sous-directeur, au directeur commercial, au directeur des affaires au général, ainsi de suite. Mais cela ne voulait pas dire qu'on vous a minimisé. Et quel genre de cohésion sociale? C'est du jamais vu. Vous pouvez imaginer dans un État où un groupement patronal voudrait maintenant imposer les règles de fonctionnement et de négociation avec un État. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Et c'est pour cela qu'il est question qu'il puisse avoir une fermeté. De cette émission d'aujourd'hui, et avant de faire bien sûr le dernier tour de table, avant la prochaine thématique. Bonjour, Time is money. Les patrons n'avaient pas un deuxième message qui dit Monsieur Tawamba traîne de nombreuses casseroles pour lesquelles il sera bientôt poursuivi. Un règlement de compte à son endroit. Signé Dr Albert Léonard Dikoué. Un dernier message qui dit bonjour madame, le monsieur du RDPC qui est souvent pertinent ne doit pas tout. Alors avec ces messages-là, j'aimerais bien savoir votre état d'esprit, monsieur Gomsi. Non, d'entrée de jeu, je me suis posé la question. Je vous ai dit que, ma foi, un ministre délégué a largement qualité pour venir représenter ce que le ministre délégué était implanté. Ça, c'est à eux de venir expliquer clairement les raisons pour lesquelles ils ont refusé de recevoir la délégation envoyée par le ministre d'État. Parce que c'est un peu embêtant quand même. C'est-à-dire qu'on parle de l'État, on parle j'aimerais bien. Il aurait fallu que vous invitiez un membre du GICAM pour qu'il nous donne les raisons pour lesquelles ils n'ont pas reçu le ministre délégué et sa délégation. Mais ce qui frappe dans ça, et je vais revenir, parce que je vais revenir dans le cadre du cadre social. Parce que quand je vois le RDP poser un problème qui était réel, quand il a posé le problème de l'interventionnisme de l'État, mon coproduit du MRC a également sauté dessus sur des questions centrales. Et ça nous pousse à réfléchir. Quelle est en réalité la contribution de l'État GICAM pour le bien-être des Camerounais. Dans leur rapport, ce qui importe, c'est le développement social. Est-ce que ce qui importe, c'est le développement du Cameroun réel en tant qu'entité sociale? Mais comme je vais vous prendre des exemples. Nous avons plusieurs exemples des entreprises dans la place qui dont les délégués de travail ont peut-être posé des problèmes. Ils ont été licenciés abusivement. Cette personne, ils ne réintègrent pas. Les notes viennent jusqu'au ministre du Travail, qui somme l'entreprise de réintégrer les ouvriers. L'entreprise ne réintègre pas. Ils vont en justice. L'ouvrier gagne. Mais l'entreprise ne paye pas l'intérieur à l'ouvrier et ne réintègre pas. Ça dure comme ça pendant plus de... Vous avez des gens qui sont ici pendant plus de 10 ans, 15 ans comme ça. Ils ont gagné en justice. Déjà, même l'État a demandé à l'entreprise de n'est pas frappé. Le gars, il a 15 ans au quartier, il a eu sa gain de cause, rien n'avance, l'entreprise tranquille. Parce que l'entreprise fait ça pourquoi? Parce que l'entreprise est en train de montrer aux autres, aux employés, que vous voyez ce qui arrive à celui-là. Il a pensé qu'il connaît toutes les lois, il a voulu s'opposer, il est dehors. Malgré toutes les décisions qui ont été prises, est-ce que ces droits ont été restitués? Non, mais c'est là où ça démocrate, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. D'accord. Je vous remercie pour cette intervention. J'aimerais bien poser la question à M. Pascal Tou du PCRN, de savoir justement si ce n'est pas un problème systémique, si ce n'est pas un problème qui peut être réglé d'ici peu pour que les choses puissent marcher et rentrer sur la rail.
Flora, j'ai bien peur que nous soyons dans la même mouvance, c'est-à-dire celle dépêche une délégation investie de certains pouvoirs d'écoute, de concertation et donc d'action globalement. Il est de bon ton que l'interlocuteur, le demandant, parce que je peux dire que c'est le JICAM ici qui demande, c'est le JICAM accueille cette délégation, se fasse écouter pour que selon la marche de l'État institutionnel, respecter les institutions et que les décisions soient prises en fonction de cela. Bon, au JICAM peut-être, le président du JICAM a peut-être cru, désolé, on ne peut pas admettre cela. On ne peut pas admettre cela, c'est laisser la main à une pratique qui va on ne peut pas au nom de la logique républicaine. C'est tout ce qui nous reste, Madame Flora, laisser ce genre de pratique perdurer. Je pense qu'il faudrait qu'au JICAM on revienne à de meilleurs sentiments. Il faut toujours s'attendre à ce que le ministre soit indisponible. Mais M. Jean de Dieu qu'il envoie un représentant. De toute façon, il faut qu'il y ait un dialogue qui soit fait et que des résolutions soient prises au moment venu. Je m'en vais poser la prochaine question à M. Gildas du MRC suite à ce message envoyé par un téléspectateur. Nous constatons que l'État ne joue pas son rôle de régulateur des irrégularités, bien sûr, sociales, et c'est pour cela que tout aujourd'hui va dans tout cible, car la translation est souvent d'autres en chemin. Justement. Le problème que rencontre le patronat aujourd'hui n'est pas un problème au niveau d'une délégation. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ, je ne connais réellement pas ce qu'ils voulaient discuter. Mais toujours est-il, si le groupement patronal, si le JICAM a fait cette lettre, je veux rappeler juste que c'est une décision. Donc quand je veux dire quoi, c'est une décision du groupe. C'est une décision du groupe. Ça, on demande sa démission. Non. Ce n'est pas seulement, c'est lui qui... On n'a pas dit qu'on doit dissoudre le JICAM. Est-ce que sa démission serait justement une réponse à ce problème? Et est-ce que par hasard, d'ici peu, ou bien d'ici peut-être quelques jours, on pourrait justement savoir la raison pour laquelle cette délégation a été refusée, ou bien le contenu vraiment des discussions qu'il devrait avoir? Non, la démission du président du JICAM sera la solution, parce qu'en réalité, il y a eu plusieurs présidents du JICAM. Et ça s'est très bien passé. Et le JICAM a eu même à connaître des lettres de noblesse sous cette direction, ou sous ces différents directoires. Donc ce que vous voulez dire que ici, le problème, c'est ce président qui cause le problème, parce que c'est sans précédent, on n'avait jamais entendu cela. Et je vous dis une chose, même les résolutions de ces assises-là n'aboutissent pas à des lois. Parce que lorsque le JICAM, par exemple, souhaite une amélioration du cadre juridico-légal, le cadre juridique est prendre en compte ce qui est proposé par le gouvernement patronal, mais il y a aussi le fait que l'État est là aussi pour réguler, donc c'est-à-dire que les intérêts de l'autre catégorie qui n'est pas là, c'est-à-dire la catégorie des salariés, des ouvriers, et comment il doit-il le maintenir et vous savez très bien que la plupart des salariés qui ont porté plainte pour des licenciements abusifs ont toujours eu gain de cause en justice. Ils n'ont jamais eu le problème. Ils n'ont jamais eu le problème de cause en justice, mais il n'y a pas de la décision ne suit pas. Non, vous l'avez dit, la décision de justice est connue. La décision appelle gain de cause en justice. Dans le cas de l'application de la décision par l'employeur, c'est là où maintenant il faudrait d'autres mécanismes pour pouvoir amener l'employeur à être puni ou réfléchi. C'est là où on observe que le cadre toujours de régulation, c'est l'État. Et à partir de ce moment-là, l'État est en train de faire son travail. C'est ça ce sujet dans quelques minutes. Ce téléspectateur a dit ce qu'il fallait dire. Vous ne pouvez pas, avec les problèmes que rencontre le patronat au Cameroun en ce moment, solliciter un ministre. Pas son interlocuteur. On choisit dans cet essai un rapport de force. Dites au président du JICAM que non, mais tu as une cause plénière avec le Premier ministre. Non, le ministre, oui, parce qu'il a la capacité de poser le président de la République. Donc c'est lui qui va décider du jour au lendemain dans son interlocuteur. On est dans quel état? Non. C'est ça, cette gouvernance dont le c'est de cette gouvernance qu'on parle. Nous parlons aussi du respect des personnes qui sont en face. C'est de ça qu'il est aussi question. Le problème, sauf qu'il n'y a pas irrespect quand le ministre. On vous envoie un ministre. C'est légué. Et toute une délégation. À ce niveau. Non, mais soyez sérieux quand même. C'est-à-dire ne faites pas
ne cherchez pas. On le cherche. Vous voulez par exemple faire une analyse de proximité. Non, ce serait on va comprendre. Mais honnêtement et objectivement, quand on négocie avec un État, on ne choisit pas son interlocuteur. C'est comme par exemple aujourd'hui, c'est le président de la République qui a son sens pour bien qu'il y ait au gouvernement. Ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a ce qu'on appelle la notion de continuité de l'État. Quand on négocie avec le gouvernement ou l'État, on peut choisir son interlocuteur. Non, si. C'est l'État qui vous dit avec lorsque vous avez décidé de négocier directement avec François Hollande, ils ont versé des tonnes et des tonnes de lait dans la rue. Tant que Hollande ne les reçoit pas, et Hollande les a reçus, on peut décider avec qui on négocie. Ça dépend. Non, c'est pas que toujours le temps de l'État. Est-ce que le Parlement aujourd'hui est par exemple le meilleur dans le secteur laitier, le meilleur dans le secteur bassin? Ça veut dire que l'alcool nuit gravement à la santé. Et à partir de ce moment-là, on est par exemple ce qui est important, les patronats peuvent, ne pas nécessairement, peuvent introduire des lois au niveau de la réglementation. C'est pas pour rien qu'ils discutent, qu'ils passent des heures et des... Comme si je demandais à madame de... C'est quand même le patronat. On parle quand même du patronat. Donc si ce groupement a conduit le pareil, allons vraiment au fond. Et c'est pour ça que je rejoins mon compagnoniste en disant, peut-être un compagnoniste du GICAM. Décider de choisir son interlocuteur, mais ça c'est à partir du moment où on est entré dans un processus qui a clairement démontré que les autres qui sont arrivés n'ont pas été capables d'apporter des solutions qu'on appelait la solution au problème posé. C'est ce qu'il faut dire. Mais à l'état où on était vraiment, c'était encore l'état de... Peut-être même de prise de contrat. Mais en réalité, on ne peut pas. Est-ce que vous avez vu si nous arrivons à une autre parole, ils sont pas il va discuter avec le ministre de l'État. Qu'est-ce que vous voulez discuter avec l'État? Est-ce que vous pouvez nous dire? Je reviens même chez vous. Est-ce que vous pouvez nous dire? C'est pour vous dire que l'État doit envoyer ses secteurs. Non, vous ne savez pas. Si c'est l'État envoie ses représentants pour bas. C'est plus intéressant. Ils ont demandé depuis à l'État, voici, l'État n'a pas soumis, ils nous envoient. Voilà au moins, voilà la logique qu'on a suivie. Mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui les raisons pour lesquelles ils ont refusé de recevoir un ministre délégué accompagné d'une formulation qui a largement compétence de prendre en compte, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, je pense que c'est... Maintenant, ils n'ont pas présenté de façon au peu le processus dans lequel ils sont partis et estimé que le ministre délégué n'était pas la bienvenue dans leur maison. Dans les années antérieures, il a dit qu'on a félicité le patronat pour avoir dialogué avec l'État. Mais nous savons tous que ce dialogue a été que le patronat va gagner sur les employés. Peut-être Tawamba ne veut pas ça. Démontre-moi aussi que c'est pas ça. C'est ça qu'il est question. Peut-être il a déjà... C'est à lui qui vous l'État plus l'accompagner. C'est pas l'État qui voudrait que lui accompagne l'État. L'État met sur pied un cadre propice pour le monde des affaires. Comprenez-le bien et définitivement. Pour l'État. Non, pour l'intérêt supérieur de la population. Voilà. Mais maintenant, c'est l'État. Non. L'État peut créer la preuve. L'État qui les L'État est capable de... Merci beaucoup, cher monsieur. Merci, monsieur. Nous allons passer à autre chose. Merci beaucoup. Vos avis comptent absolument ici. Et nous allons justement aller au deuxième sujet juste après cette transition. C'est très important. Continuez toujours à nous envoyer des messages suite justement au sujet discuté ici dans le cadre de cette émission. Il y a quelques semaines, justement, on parlait de la modification du code électoral. Il y a quelques partis politiques, justement, quelques partis d'opposition qui sont rencontrés à Yaoundé et ils ont parlé de cette modification tellement souhaitée par certaines. Mais apparemment, les délais n'ont pas été respectés. Nous en parlons tout à l'heure. Et nous commençons avec M. Yup, bien sûr, du RDPC. Que pensez-vous, justement, ces entités politiques qui se sont retrouvés pour discuter justement du code électoral qui, à leur avis, doit être modifié? A fait d'abord les constats. Premièrement, j'ai vu la belle photo de famille sortie de cette rencontre. Mais déjà, il y a un problème au niveau de la composition, de la qualité des membres et des participants. Parce que lorsqu'on parle d'un besoin de modification d'un code électoral, ça ne se modifie pas au cours d'une assise au quartier.
ou bien dans un séminaire, ou bien dans un colloque. Ça se modifie au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement. Et maintenant, les partis politiques qui prennent part à ces assises, certains n'ont même pas qualité à parler de besoin de modification parce que n'ayant pas de députés, n'ayant pas de parlementaires, ayant boycotté par exemple des élections, on se pose la question de savoir que quels sont ces députés qui vont porter leur voix parce qu'en réalité, ils ne codent pas de contribution pour pouvoir peser et amener par exemple la majorité RDPC à infléchir aux besoins. Ce sera quoi? Donc, à partir de ce moment, nous avons constaté que le MSC n'avait même pas, par exemple, place à exister dans ce type d'assises. Parce qu'en réalité, ils n'ont aucun apport. Parce que pour pouvoir peser dans les négociations, vous apportez sur la balance votre pouvoir de négociation. Ce parti n'a pas. Nous avons vu des partis comme l'UDC qui était là, justement, ça s'est passé dans leur siège. Il y avait l'USDP, il y avait le SIF, le MRCI compris, et cette date justement fixée pour le délai de contribution était faite pour le 15 dernier. Déjà, ça c'était d'abord un premier cliché que j'ai évoqué. Le second cliché, c'est au niveau d'abord des attentes pour la modification en ce qui concerne le contenu, donc les questions de fond. Ces partis-là n'ont pas les mêmes projets de société. Ces partis n'ont pas les ambitions. Ces partis peuvent peut-être vouloir s'entendre sur quelque chose en disant il faudrait que le RDPC soit renversé. Mais comment, de quelle manière et à travers quoi et par quelle méthode? Donc, à partir de ce moment, nous savions déjà qu'a priori, la vision du SDF n'est pas la vision du PCRN, ainsi de suite. Les attentes et tout. Je vous rappelle par exemple un élément simple. C'est l'opposition qui avait enlevé par exemple le verrou sur ces sites et tous ces éléments. Donc, il faudrait qu'ils s'accordent sur tous ces points-là, sur ces éléments, parce que tout document doit être centralisé, bien collecté, ainsi de suite, avant maintenant d'en faire une opposition. Les problèmes de leadership vont naître. Il y en a par exemple qui vont vous dire l'adage qu'on a souvent au quartier, au village, que la rivière, le fleuve ne se jette pas à la rivière, mais c'est la rivière qui se jette. Merci monsieur. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui sont les petits partis, vont-ils accepter, s'aligner derrière les grands partis et accepter que le leadership soit conduit par ceux qui sont bel et bien existants au niveau du Parlement, parce que ça va se faire au niveau du Parlement. S'ils arrivent maintenant à introduire la proposition de loi au niveau de l'Assemblée, c'est de ça dont il est question. Donc, j'ai plutôt l'impression que nous sommes en train d'assister ici à une gesticulation tout simplement politique, mais le problème de besoin de modification ou bien de relecture du code électoral a même déjà été parlé, même par les camps et le RDPC également. Donc ce n'est pas un secret de polichinelle de dire qu'il est nécessaire qu'un certain nombre de points soient réajustés ou bien actualisés, mais maintenant de quoi nous parlons et par quel contenu, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Monsieur Youth, j'aimerais bien poser la question tout de suite à monsieur Pascal, donc du PCRN, à savoir si, par exemple, cet avis, c'est pas anticiper l'échec déjà au préalable, ou bien est-ce que ce n'est pas déjà un pas en avance? Oui, madame Flora. Permettez-moi de marquer mon désaccord avec M. Youf, qui va très vite en besoin et je le lui concède en fait. En fait, ce qu'il oublie de dire, c'est que les partis politiques ont d'abord une fonction de proposition. Une fonction de proposition, il faut d'abord partir sur cette base-là. Et puisque le code électoral est un maillon essentiel de la compétition politique au Cameroun, il faudrait que le code électoral soit de façon consensuelle accepté. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. C'est ce qui explique d'ailleurs cette plateforme qui a été mise en place. Donc si on va sur ce fondement-là, on comprend aisément la logique. Il n'y a pas besoin d'aller vite en besoin et de voir directement la finalité. Bien sûr, il y a le ministre Famien Ndongo de la communication du RDPC qui a tout fait de réagir en croyant barrer directement la voie législative, mais c'est un peu mal connaître le jugement au niveau de son propre parti. Et rien ne dit que la proposition de loi, une fois introduite, sera de façon, même si on peut le présumer. Mais il n'y a pas que ce volet. Pour l'opposition,
nous de l'opposition, au PCRN du moins, nous n'en sommes pas encore là. Nous envisageons, nous réfléchissons à propos, mais nous accordons du prix à cette entente, à ce processus consensuel. C'est pour ça d'ailleurs que, compte tenu du flot de propositions qui arrivent, il était de bon temps que la plateforme se réunisse pour prolonger le délai qui d'ailleurs n'a pas été prolongé de façon très c'est le vent là, c'est quoi après-demain que les choses seront bouclées. Bon, sous réserve que ce soit encore au besoin on peut encore prolonger, pourquoi pas, rien n'est impossible, mais il faut déjà saluer l'initiative. Alors, Monsieur Yout a parlé. Pour pouvoir discuter de questions. Voilà, je m'en vais poser la question à Monsieur Gildas du MRC parce que Monsieur Yout a mentionné le MRC et il a dit que le MRC ne devrait pas justement se positionner avec ces autres partis. Est-ce une façon de dire qu'il y a un parti en opposition qui est plus petit que l'autre? Est-ce que l'unité ne fait pas la force, par exemple? Vous savez, quand une initiative aussi grandiose, c'est en fait ça qui ne veulent pas faire comprendre qu'ils ont peur du fait qu'ils ont tout fait pour que jamais une plateforme pareille n'existe, mais qu'au gré, au souci du devenir de la population du Cameroun, Cabral Libi a fait taire son orgueil, Maurice Kamto, mon leader, a fait taire son orgueil, Madame Joya a mis de côté son orgueil, l'honorable Oshi Joshua a dit non, retrouvons-nous pour une plateforme. J'aimerais rappeler à la DPC que un code électoral consensus n'a rien à voir avec les projets de société. Pour certains opposants, c'est considéré comme une grande première après plusieurs années. C'est une grande première, pas que considéré, ça en est une. Un code électoral consensus. C'est pas la première fois que l'opposition se réunit ici. Dans la période de John Fundi. C'est 2015, ça fait quand même plus d'un an. Il y a que de dire que c'est la première fois. C'est pas une grande première. L'opposition a besoin de la vérité de voilà. C'est-à-dire que dans l'ère du renouveau de la politique, parce que ni John Fundi, Paul Biya et les Namzoya, c'est de l'histoire passée. Ça, ils sont en train de partir. Dans le renouveau, dans la politique partie, la nouvelle génération de politique, si on peut dire comme ça, c'est la grande première. Vous n'allez pas me contredire là-dessus. Avant ça, il y a des plateformes. Il y a eu des plateformes avant les élections de 92. Vous savez, il y a eu des plateformes, il y a eu des coalitions. Voilà. Je voulais juste dire que dans le cadre d'un code électoral consensuel, si je peux dire comme ça, pour le devenir du Cameroun, des partis politiques ont compris qu'il fallait obliger d'une certaine façon, parce qu'il faut le dire, si on laisse la main libre au RDPC, ils ne le feront jamais. Mais si ils veulent créer donc ce problème de leadership, alors que dans le secrétariat, on a dit qu'Abra Libi gère le secrétariat. Est-ce que vous avez vu Maurice Kamto dire qu'il a un problème par rapport à ça? Ou bien aussi Joshua Veli dit sur les réseaux, sur les plateaux de télé que je ne suis pas d'accord pour le fait que c'est Cabral qui gère le secrétariat. Là, on vient de dire que non, ça ne va pas. Je voulais juste rappeler aux téléspectateurs que un projet de société d'un parti politique, c'est sa vision, c'est des élections, le changement dans la paix. Pour avoir le changement dans la paix, il faut jouer un match, ce que nous appelons les élections présidentielles par exemple. Dans ce match, c'est le RDPC qui organise le match. C'est le RDPC qui choisit les commissaires de match. C'est le RDPC qui va même chez l'adversaire dire que telle personne entre au stade, telle n'entre pas. Il faut mettre fin à cela. D'où la plateforme pour le code électoral consensuel. D'accord, merci beaucoup Monsieur Gildas du MRC. À Monsieur Gomsi du SDF maintenant, puisqu'on a mentionné le SDF tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ça ne peut que se faire à l'Assemblée nationale? Tel dit par Monsieur Ce qui m'intéresse ici, c'est la façon dont le RDPC est en train de présenter cette situation. C'est-à-dire que le RDPC se met à réfléchir à la place des opposants, se met à faire des choix stratégiques et tactiques à la place des opposants, se met à juger. Tandis que je comprends à quel point ils sont énormément touchés par la mise en place d'une telle plateforme. Il a voulu parler des problèmes d'ego.
Également, ça dit que vous voyez justement dans cette plateforme, vous avez comment est-ce que le tiers mandat de Fondier est clairement effacé, tout comme Joshua aussi est clairement effacé. Vous avez, c'est des jeunes qui sont en train de piloter cette plateforme. Vous avez le porte-parole de la plateforme qui n'est rien d'autre que Hilaire Zipa, qui est le leader, après Kindi a démissionné, je crois le leader de MP, Mouvement Progressiste, c'est lui le porte-parole de cette plateforme. Vous voyez que vous avez des jeunes partis qui sont là, mis devant, parce qu'en réalité, le SDF, l'UDC, on a l'expérience des coalitions. On connaît ce que c'est que, on se connaît comment on n'arrive pas pour fragiliser. Aujourd'hui, on a intégré des partis nouveaux, le MRC, le PCRN. J'ai dit le parti nouveau. Je ne parle pas des petits partis, je vous en prie. J'ai parlé des partis nouveaux. Dans un mouvement de coalition, on a besoin de tout le monde. Et d'autres partis, justement, ont évoqué peu importe la taille d'un parti politique, mais il est important dans un mouvement de coalition, tous les partis politiques soient impliqués. Parce que c'est même ça en réalité l'enjeu. L'enjeu est de trouver un élément fondateur qui peut faire que le peuple se retrouve autour des leaders. Et le code électoral consensuel est un élément suffisamment fédérateur. C'est un élément suffisamment fédérateur qui peut dire, le peuple comprendre, ah, les divisions là sont un peu, on a cette division, voilà un élément qui peut, parce qu'il faut déjà, suffisant, qu'il faut en réalité aller, comme c'est le programme du SDF d'ailleurs, une transition, la mise sur pied d'une transition, et puis organiser les élections, une transition de 2 ans, organiser les élections libres et transparentes. Bon, vous voyez donc, vous avez là un RDPC qui est complètement gêné, qui est complètement abattu de voir qu'en réalité, l'opposition, toute l'opposition en réalité est en train de se mettre autour de cette idée. Et ils veulent développer les idées pour fragiliser la rivière, le fleuve. Mais le notion de rivière et de fleuve n'existe pas plus cette fois-ci. Monsieur, je sais ce débat. Il est très important. On parlait de décalage. Vous savez, les partis politiques avaient jusqu'au 15 pour ceux qui voulaient contribuer, apporter leur contribution au secrétariat technique. On va envoyer du 15 au 20 technique. Et le secrétariat technique, c'est cette entité-là. Vous avez vu, ils sont capables de dire les membres du secrétariat technique. Les membres c'est lui le responsable du secrétariat technique. Non, mais c'est pas le responsable politique. Oui, le responsable politique. Bon, le secrétariat technique, comme son nom l'indique, c'est une instance purement technique. Il va recenser toutes les données venant de toutes les forces politiques. Ils vont faire un condensé et soumettre ce condensé aux politiques. Aux politiques, il va voir maintenant ce qui a été fait comme condensé. L'objectif est de construire quelque chose où l'essentiel de la plateforme se retrouve. Une fois que cela est fait, comme mon ami Yo disait, il n'y a aucune inquiétude. Nous sommes sur la phase institutionnelle. Dans cette phase institutionnelle, les partis dont vous dites qui sont présents à l'Assemblée vont porter le projet de loi, la proposition de loi. Ils vont porter ça à l'Assemblée. Il y aura un vote, forcément. Un monde à venir, de futurs apporter des contributions. Donc jusqu'à ce civil, il y aura des contributions énormes. Et la logique institutionnelle, on ne s'arrêtera pas là. Ne croyez pas que la logique institutionnelle est la seule logique qui peut fonctionner. Il est clair qu'à un moment donné, si on se rend compte qu'avec une majorité violée au BS, du LDP que vous avez à l'Assemblée, si vous bloquez tout processus pacifique pour le changement, nous avons d'autres options qui sont connues et qui sont légitimes. Le peuple a le droit à tout moment de s'organiser pour prendre son pouvoir qu'ils ont donné à un tyran. Merci beaucoup, M. Gamsi. Je m'en vais poser la question à M. Yu, de savoir si essentiellement cette révision qui a tellement été souhaitée, qui est toujours souhaitée par cette coalition des partis politiques de l'opposition, ne serait pas une bonne idée ou bien une façon de dire qu'on a sorti la tête de l'eau? Déjà, je ne sais même pas comment on doit les appeler parce que nous avons plus de 300 partis politiques au Cameroun. Oui. Et il y a un parti qui est au pouvoir, qui est le RDPC.
Et le reste, en dehors de la majorité présidentielle, sont de l'opposition. Donc, je ne les vois pas dans cette plateforme. Alors, comme les uns et les autres viennent maintenant nous dire que les partis de l'opposition au Cameroun se sont réunis, mais M. Gomsi essaie un peu de revoir, parce que je ne vois pas le PAL là-bas. Je ne parle. Il y a des partis d'opposition au Cameroun. Je ne vois pas le mec là-bas. Vous n'avez pas vu le PAL. Je ne vois pas là-bas. Dans le cadre institutionnel qui a été créé, ce petit cadre institutionnel, au-delà du cadre institutionnel, les partis ont jusqu'au demain pour apporter les contributions. Aujourd'hui, vous ne savez pas quels sont les partis qui ont apporté les contributions. Non, mais les partis vont d'abord vous dire, les partis vont vous dire, les partis d'opposition, entre guillemets, vont vous dire d'abord qu'ils n'ont pas été contactés. Parce qu'en réalité, lorsque leur fameuse réunion du soir a été organisée, ce n'est pas l'ensemble des partis d'opposition qui ont été contactés. Alors, donc à partir de ce moment-là, on ne nous dise pas qu'il s'agit d'une coalition d'opposition. Premièrement, il s'agit d'un groupement de partis. Et autre chose encore, moi je voudrais mesurer l'efficacité. Et c'est très inquiétant et dangereux lorsque M. Gomsi nous dit que si le jeu démocratique est joué et se met en branle, alors il va organiser des insurrections. Parce qu'en réalité, nous dit que si à l'Assemblée nationale, de par le vote démocratique des députés qui ont été élus par le peuple, ils décident soit d'amender ou bien de ne pas faire passer leur projet ou bien leur proposition, comme ça doit à tout prix passer, parce qu'apparemment c'est des injonctions, ils vont passer à l'insurrection. Et c'est là où nous vous disons que nous ne sommes pas dans un état bananier. C'est là où nous vous disons que nous sommes dans un état de droit. J'espère et je pense que c'est la position du SIF, parce que le chairman a toujours eu à vouloir démontrer que le SIF est un parti républicain. Donc, à cet égard, si vous voulez que vous ayez une majorité aussi, absolue ou obèse, telle que vous l'appelez, à l'Assemblée nationale, mais allez convaincre le peuple. Est-ce que ça va justement se passer en réduisant le nombre de ces partis que vous considérez étant des petits partis, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Et là, je vais poser la question à M. Ntou, du PCRM. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Monsieur Youf n'est pas informé. En fait, ce qu'il dit, il est en train d'émettre des vœux, ou c'est pas moi, mais ce qu'il oublie, c'est que justement la plateforme ne se limite pas qu'aux 7 ou partis qui sont représentés. Puisque nous savons qu'il y a des partis qui ont sollicité également. Qui se dit n'avoir pas été sollicités. Par exemple, le site Pipi de Mme Kawala. Oui. Mais Mme Kawala fait une sortie écrite officielle pour prendre son cas, pour montrer, n'est-ce pas, son adhésion, sa pleine adhésion à cette initiative. Tout porte à croire qu'elle formulera ses propositions, et c'est ce que nous attendons dans le cadre de la plateforme. Donc nous ne pouvons pas... Le PC est là-bas, le mec est là-bas, le PAL est là-bas. Non mais vous n'en savez rien, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, vous ne savez pas quel est le contenu. Je suis là pour vous dire que c'est pas le Monsieur Gilda, je vous ai suivi dire tout à l'heure, dit quelque chose tout à l'heure par rapport à l'UPC. Non, pas à l'UPC. Par rapport à l'UPC, en répondant à l'UPC. C'est pas l'opposition. Nous savons tous dans l'histoire de la politique du Cameroun que c'est le RDPC qui a imposé certains dirigeants au sein de l'UPC. C'est juste cette division qui existe. Oui, c'est eux, parce qu'ils savaient que l'UPC, qui est resté l'UPC de Oumnobé, d'Ernest Ouandi et consort, ne pouvait jamais négocier avec eux. Ils avaient des positions tranchées. Mais il fallait donc introduire dans l'UPC des personnes dont ils devaient manipuler tout le monde. Comme aujourd'hui, M. Yon est en train de citer le PAN, le mec et consort, qui ne vous dit pas que c'est les partis politiques qui veulent absolument qu'ils rejoignent la plateforme parce qu'ils savent ce qu'ils ont déjà fait en arrière-plan. Dans ce cas, vous appelez pas leur plateforme de l'opposition. C'est qui se réunissent, ce sont les partis politiques. C'est pas l'opposition. Ce sont les partis politiques et ils sont tous de l'opposition. Personne ne même plus. Le MRC ne dépasse pas le PAN. Dans tous ces partis politiques qui sont réunis, aucun de ces partis politiques, il faut le souligner, n'a signé aucun acte avec le RDPC, comme certains l'ont fait dans le Grand Nord, dans leur coalition. Aucun de ces partis politiques. Donc ce sont des partis politiques de l'opposition. Vous n'allez pas nous démontrer le contraire. Ce que je voulais aussi dire, c'est que le RDPC a l'art d'interpréter les propos des copanélistes ou bien des partis politiques pour essayer de stigmatiser la population. Je rappelle ici que c'est dans le droit constitutionnel d'un peuple
Qu'on parle de gouvernance ou pas la rue? C'est dans le droit constitutionnel d'un peuple, c'est de la souveraineté de se lever et de faire des manifestations pacifiques. C'est dans le droit. Nous avons vu certaines... Le FDF sur ce plateau n'a jamais parlé d'insurrection. Quand on parle d'insurrection, on sait de quoi il est question. On parle d'insurrection quand les gens sont peut-être avec des couteaux, tout ça pour tout gâter. Le FDF n'a prononcé aucun de ces mots sur ce plateau. S'il vous plaît, arrêtez de transformer ce que les gens disent. Il a parlé d'un droit constitutionnel, d'un droit de revendication constitutionnel. Non, le droit de revendication sur le plan démocratique, c'est qu'on cherche à ce que la loi puisse passer à l'Assemblée nationale. Mais vous dites que si elle ne passe pas à l'Assemblée nationale, des insurrections, c'est ce que j'ai compris. Et à partir de ce moment, je vous dis qu'on ne voulait plus dans nos droits. Vous êtes là dans l'insurrection et de ceci, c'est la raison pour laquelle il y a certaines revendications qui ont été arrêtées. Une revendication pacifique est un droit constitutionnel. Arrêtons de mentir à la population. Les armes, c'est la rébellion. Vous avez dit l'insurrection, ça existe. Madame Florent, vous avez vu dans toutes les marches, même le PCRN est là, dans toutes les marches organisées dans ce Cameroun par le MRC, vous avez vu les couteaux quelque part? Vous avez d'abord les marches. Vous avez vu les marches. Vous n'avez pas les marches. Ils ont d'abord envoyé les militants pour les marches. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Si on n'avait pas de marche, on les a arrêtés chez eux. On les a arrêtés comme si de grâce. Sortez les petits partis qui ne vous servent à rien là-bas, comme le MRC. Est-ce que vous êtes d'accord avec M. Yud, M. Gonsi? Oui, je suis encore. Parce qu'il demande que vous... Je suis encore. Vous avez tout fait pour lever le petit parti? Tout à l'heure, au début de son propos, Yud a estimé que dans le cadre de cette plateforme, le RMRC, qui n'a aucun élu, qui n'a aucun représentant, le représentant élu, il ne devait même pas faire partie de cette plateforme. Puisqu'il a boycotté cette élection, Ça, c'est ce qui et vous dites que c'est l'Assemblée nationale, constituée des élus dont ils ont boycotté, ils ne reconnaissent pas. Lorsqu'il est fini que c'est ceux-là qui lorsqu'il est fini par arriver, que monsieur, c'est pas vous, le RDPC, qui définissez comment est-ce que nous allons organiser notre plateforme. L'autre plan pour argument, il dit que non, justement, la plateforme doit avoir tous les partis d'opposition. Alors que c'est lui qui dit alors qu'il ne faut pas dans cette plateforme les partis non opératifs. Mais là, il a dit que donc, tous les partis d'opposition doivent être là. Il s'est mis à citer les balles, il dit la constitution. C'est qu'il n'y a pas de constitution. Si vous voulez la constitution, c'est toute l'opposition. Après, il y a 317 partis. Il faut exclure. On vous dit que nous, c'est pas vous qui choisissez, nous avons pris tout le monde. Tous ceux qui, en tout cas, tous ceux qui sont progressistes, tous ceux qui veulent participer, c'est un peu, non? Non, vous avez utilisé l'opposition. On va tout le monde sur le MRC. Oui, mais dans ce cas, il y a 300 autres partis. Non, c'est pas vous. Et là, vous êtes complet. On vous dit que la démarche. La barre n'est pas là. Vous connaissez le parti de Jamel. Jamel, il faut l'inviter. Il est là-bas. Vous seul, vous avez au moins 200 partis. C'est clair. Dans les 300 partis, donc vous dites, vous avez au moins 200 partis dedans. Je n'ai jamais vu dans les textes de base du RDPC. Je vous le dis, nous avons des partis annexes. Je n'ai jamais vu ça. Librement, la démarche est organisée librement. Ceux qui vont se reconnaître librement de l'opposition, bien que jusque-là, vous avez envoyé certains de vos partis, mais c'est une organisation, il n'y a pas de secret dedans, elle est ouverte. Parce que cette fois-ci, la démarche est démocratique. Alors, merci M. Gonsi. Je pose la question tout de suite à M. Pascal, à savoir, qu'est-ce qu'il peut dire? C'est-à-dire, comment est-ce que vous pouvez réagir à ce qu'il a dit tout à l'heure? On peut dire, dans ces partis-là, le RDPC a au moins 200. Oui, mais... Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Oui, mais M. Gonsi, il existe ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Le RDPC a des partis satellites qui gravitent autour de lui, n'est-ce pas, et partagent avec lui le pouvoir. Donc, pendant les élections. Oui, pendant les élections, même si on peut dire que ça relève de la stratégie de chaque parti politique. Il y a des partis politiques, il faut le reconnaître, qui ont choisi de partager, de prendre une part du pouvoir que le RDPC veut bien leur laisser. Mais nous qui savons que le futur de ce pays passe par le renversement. Même si vous êtes d'accord avec M. Yud sur certains propos? Vous êtes d'accord avec lui? D'accord, je dis sa pensée en fait que le RDPC ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Nous avons les nôtres en fait. C'est d'inverser la tendance de façon radicale.
de façon républicaine, bien sûr, démocratique, mais radicale surtout parce que le futur de ce pays passe par le renversement du RDPC. Est-ce que le multipartisme déclaré il y a plusieurs années au Cameroun n'était pas un cadeau empoisonné? Est-ce que ça se passe bien? J'aimerais bien savoir, M. Gildas. Non, on ne peut pas dire cadeau empoisonné. Malgré la création de certains partis politiques, on retrouve toujours des brebis galeuses quelque part dans certains partis. On a vu ça pendant les élections. Des candidats même au présidentiel qui se retrouvent aujourd'hui dans le parti. Voilà. Justement, c'est un cadeau empoisonné pour eux-mêmes. Parce que vous aurez tout fait d'embrigader une population, un peuple, ce sera pour un temps. Le jour où le réveil va sonner et chacun saura ce qui devait être fait, en fait. Parce qu'on met sur pied le multipartisme. Pendant que vous ne prenez pas par la chimie, comment ils arrivent à le faire, c'est pour l'instant, c'est la première plateforme depuis l'avènement de la politique, de la nouvelle politique, si on peut dire. Faites 5 ans en arrière. Faites 5 ans en arrière, Madame Flora. Vous verrez que sur des plateaux de télé, vous ne verrez pas un Pascal ou un Gildas discuter avec des messieurs du RDPC. Parce que tout était verrouillé. La preuve qu'il y a dans un certain moment, vous ne pouvez rien empêcher. Ils ont fait le plus bien pour eux. Un homme, le socle premier d'un homme, c'est sa famille. Tant que ta famille n'est pas bien, tant que tu n'es pas bien chez toi, dans ton être, tu es manipulable. Alors, quel est l'intérêt pour le RDPC de se mettre entre le patronat et l'emploi? Quel est l'intérêt pour eux? Non, il faut laisser le patronat faire ce qu'il est en train de faire. Hein? Donc, tu sais comment on peut vivre au Cameroun avec 38 000. Là, le lendemain, quand on va dire élection présidentielle, on va aller au quartier pêcher un gars qui, ça fait longtemps, il n'arrive même pas à payer son loyer. On lui dit, bon, tu vas dans tel bureau de vote, voilà ta mission, tu nous ramènes 100% pour le RDPC, voilà 2 millions. Mais le gars va croire qu'il a atteint le ciel. Alors que les 2 millions de francs ne vont pas lui servir pour deux semaines, vu tous les problèmes, vu toute la réalité qu'il traverse dans sa vie. C'est de ça qu'il est question. Mais tôt ou tard, ça se retournera contre le RDPC. Parce que l'éveil de la conscience ne se décrète pas. C'est petit à petit. Et le jour où ça arrive, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Parce qu'on vous renverse comme si de rien n'était. Merci beaucoup, très cher monsieur. Nous allons faire un dernier tour de table bientôt. Mais la réaction justement au message que nous avons reçu vis-à-vis cette deuxième partie de l'émission aujourd'hui nous révèle qu'il y a des messages, justement, la révision consensuelle du grand pas en avant dans la vie politique de notre pays, que M. Hutt cesse de lire le chèque dans les boules de cristal, car il aura bien honte après. En tout cas, un autre message dit le PCN fait preuve de naïveté et du temps qu'il passe pour leader devant Kanto. C'est signé donc depuis Mbalmayo. Alors nous avons un autre message qui dit très bonne émission, merci. Pour ce qui est de la réunion des partis, qu'il s'agit par là de la modification, ce sont des simples récupérateurs et que c'est nous qui avons forcé la main des décideurs. C'est David depuis Bafoussam. Merci pour ce message. Et un dernier message juste avant nos dernières versions. Bon après-midi, il n'y aura jamais de consensus en politique. La majorité a toujours le déçu. Au lieu de chercher à s'implanter dans l'étendue du territoire, ils veulent le Youth. Oui, je voudrais évoquer ici la maturité du peuple camerounais. Parce que lorsque M. Gildas ne respecte même pas ce peuple, pour qui souhaite que ce peuple-là puisse les élire, en les considérant comme des pantins, en les considérant comme ceux qui sont manipulés par je ne sais qui et quoi, si des marches du 22 septembre 2020, appelées par le leader du MRC, devaient fonctionner. Mais ça, c'était sans compter sur la capacité des Camerounais à être matures. Les Camerounais sont matures et savent où est leur intérêt. Qui ils ont élu, qui ils ont choisi et quel pouvoir ils donnent. Et le moment venu, ils le prendront acte. C'est pour vous dire que cessez de faire du populisme là où il n'en faut pas. Et mettez-vous résolument au travail. Soyez des partis politiques qui se mettent réellement au travail et cessez de faire de l'agitation dans les réseaux sociaux et les médias. Oui. La population vous attend sur le terrain. Voici le RDPC qui vient de boucler les validations de son sommet politique.
c'est une fois de plus une capacité à pouvoir le fond de la gesticulation. Ils le font, je ne sais pas. Je dis que si cette plateforme, nous leur souhaitons vraiment bonne chance. Mais nous disons aussi c'est une... À partir de ce moment-là, on est sûr qu'ils partiront avec une voie qui est commune. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est une efficacité par rapport à l'apport, et lorsque vous avez des gens qui ne représentent rien du tout et qui ont même dit que l'Assemblée nationale ne veut pas, parce qu'en réalité ils ont boycotté toutes ces élections-là, et ils souhaiteraient que ceux qui ont été élus, on a distingué que vous faites bel et bien de la gesticulation, non de la politique. Bon, donc, et maintenant, pour chuter, nous disons tout simplement que le ELECAM, qui représente l'État dans l'organisation des élections, a fait cette proposition. Nous disons que le RDPC a fait cette proposition. C'est un organe indépendant, mais de l'État. C'est l'État camerounais, c'est pas le Tchad, mon frère. L'État ne veut pas dire le RDPC. Je vous dis que l'État, et l'ELECAM est une institution de l'État. Non, du RDPC, tu veux dire. C'est pas nouveau. Donc, c'est pour vous dire que quoi, c'est l'institution de l'État. L'État, c'est vous, c'est moi. C'est tout le monde. Donc, et l'ELECAM a fait cette proposition. Quitte à ce qu'on puisse même arriver même à une relecture, parce que nous avons par exemple la composition des dossiers de candidature, une pièce qui est souvent demandée, qui est souvent écrite que certificat de non-imposition. Pourtant, c'est l'attestation de non-redevance qui est établie par le ministère des Finances, tout au moins c'est sur le plan juridico-légal. Nous devions nous reconnaître que être candidat conforme à la loi, c'est présenter l'ensemble des pièces administratives inscrites dans le code électoral. À partir de ce moment, même la relecture du code électoral va s'imposer. C'est pour ça que nous vous disons que ce n'est pas un secret de polichinelle. Et lorsque nous voyons de la gesticulation de certains qui savent qu'effectivement c'est imminent de pouvoir procéder à cette relecture-là, et à ce toilettage du code électoral, nous disons tout simplement que préparez-vous, mais sachez que ce n'est pas là-bas où vous avez marqué des points, parce qu'en réalité, vous êtes juste en train de rappeler ce que le peuple connaît déjà. Monsieur Pascal, j'aimerais savoir, est-ce que s'attendre à ce que ça soit remodifié, fait par l'Assemblée nationale, n'est pas s'attendre au même résultat? Déjà, je voudrais revenir sur certains propos avancés par M. Youf. Le peuple est cette mature, ça on peut le connaître. Il a toujours été, le peuple est surtout résigné. Une bonne partie de la population camerounaise est surtout résignée. Et tout porte à croire que de part et d'autre, il y a encore une sorte il faut prendre les enjeux, il faut prendre en compte les enjeux, il faut prendre à bras le corps le problème de l'alternance politique dans ce pays. Nous appelons le peuple au PCRM toujours à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas. S'il y a quelque chose à déplorer, c'est là. C'est justement la volonté du peuple de participer à la gestion de ses propres affaires. Donc, on ne peut pas juger le peuple dans le sens de s'il est mature ou s'il n'est pas mature, ainsi de suite. Moi, j'y vois, et au PCL, nous voyons de la résignation surtout. Or, au mécanisme envisageable, vous savez, M. Gomsi a avancé, il y a plusieurs mécanismes qui sont envisageables. Nous, au PCL, nous sommes républicains. Nous avons confiance en certains prennent ça pour de la naïveté, mais nous avons confiance en la maturité justement du peuple camerounais. Peut-être je vais embrayer M. Youf là-dessus. Nous avons confiance en la maturité du peuple camerounais et nous savons que le peuple camerounais regarde cette action et attend le moment venu pour se prononcer. Les résultats de cette action, justement, qui sont vivement attendus par le peuple camerounais, également ceux qui sont de ce côté, c'est-à-dire de l'opposition. Monsieur Gabriel Gomsi, tout de suite, je pose la question de savoir sur cette accusation faite par un téléspectateur qui dit il cherche à prendre le pouvoir par la rue, au lieu de chercher à s'implanter sur tout l'étendue du territoire national. Quelle sera votre réaction?
Gabriel aussi. Je vois M. Gabriel qui se tient avant le ventre. Viole les droits et devoirs du peuple. Il est de la responsabilité de ce peuple à ce gouvernement qui viole ses lois et ses devoirs. Je le redis simplement et clairement. Je ne sais pas pourquoi nous parlons de la modification du code électoral. Modifier un code électoral, trouver un code électoral consensuel, veut dire se mettre ensemble et être d'accord sur les règles du jeu. Qui peut arranger tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Si quelqu'un voit nous voir, ça veut dire que cette personne a toujours triché, Ou bien a toujours violé avec les règles du jeu. On dit, asseyons-nous, regardons les règles du jeu. Qu'est-ce qu'il est? Quand nous sommes 3 personnes, on se dit, on choisit que bon, tous sont l'arbitre. Si nous sommes tous 3 d'accord sur l'arbitre, on peut jouer. Mais ne dis pas qu'on commence, on joue, mais tu vas 3 personnes pour courir. Tu prends un handicapé, tu prends Usain Bolt, tu l'as dit avec l'handicapé, tu prends tu peux plus, un gars il fait pipe, le monde a commencé, on a posé la course. Non, il y a des règles de jeu. Est-ce qu'elles sont équitables? Est-ce que l'équitabilité est garantie? Est-ce que votre bien sûr, mais ça c'est la preuve. On peut dire qu'il y a une plateforme qui est partie d'un certain nombre de partis politiques, l'essentiel de l'institution à l'Assemblée, l'essentiel était là. Maintenant, c'est ouvert. L'UNDP. Il a dit l'essentiel, je vous en prie. Ne prenez pas les exceptions, j'ai parlé de l'essentiel. Ne prenez pas les exceptions. L'essentiel, c'est l'UDC, c'est le LGF, c'est le PCRL et c'est MRC. MP. Non, tu peux pas MP. Voilà, tu vois, le MP, voilà l'essentiel. Sur les 5 parties. Je parle de l'essentiel. C'est sur Gildas. Ça veut dire que il faut être honnête, il faut être juste. Et pour tout homme politique qui veut être sérieux, lorsqu'on parle des questions d'honnêteté, lorsqu'on parle des questions de justesse, lorsqu'on parle des questions de justice, lorsqu'on parle des questions d'équilibre, lorsqu'on parle des questions de vérité, c'est ça l'engagement politique. Et non la tricherie dont le RDPC habitue tout le monde, et non le vol dont vous habituez tout le monde, et non la délinquance dont vous faites pour le gouvernement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voulons se mettre ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y a de faire pour construire notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Si ça vous cause un problème, ça veut dire que le problème c'est vous. C'est-à-dire que le problème dans ce pays c'est vous. Alors, vous avez intérêt à avoir une oreille très attentive à ce que cette opposition va sortir comme code électoral consensuel et écoutez grandement. Comme code électoral, bonne proposition de modification du code électoral. Vous rédigez le code électoral là-bas? Je vous en prie, j'ai parlé avoir une oreille attentive. Non, vous avez dit que vous avez qui va sortir de cette plateforme. Donc vous avez rédigé cette plateforme qui sera consensuelle. Vraiment, vous avez intérêt, si vous voulez, pour les jeux de transition, pour des jeux de survie, et que le Cameroun puisse continuer dans la paix, tout le monde a intérêt à ce que tout se passe bien. On n'acceptera plus un tricheur, un voleur et un menteur. Homme, Nipouké, le peuple. Mais c'est ce peuple-là qui est en train d'élire régulièrement. Mais le peuple n'a jamais élu. Et puis en réalité, vous avez, ça fait plus de 20 ans qu'on nous parle de 6 millions d'électeurs. Ça a un sens, ça? Comment il s'est levé, il a couru partout, il a fait 11 millions d'inscrits. Quand tu as 6 millions, les gens, tout le monde est inscrit, on a 6 millions. Depuis combien d'années sont à 6 millions d'électeurs? Ça, c'est un fichier qui. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Mais M. Gabriel Gomsi, il y a un problème. Dites-nous par exemple que vous avez inscrit 2 millions de citoyens et vous ne les retrouvez pas sur le fichier électoral. C'est ça que nous voulons. Donc, cessez de nous faire du populisme. Dites-nous que le RDM a inscrit 5 millions en 2020. Moi, je suis sérieux. Coût augmenté deuxième année en 1998. Et on en parle. Le Cameroun comptait 11 900 000 d'habitants. Il y avait 6 millions d'électeurs. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 25 millions d'habitants. Parce que vous... Après quel recensement? Justement, est-ce que vous faites des recensements?
sur les projections démographiques, dites-nous par exemple sur la proportion des Camerounais en âge de voter dans ces 22 millions. Ce que je voudrais dire, Camerounais, c'est à partir de là où on fait le ratio, pour savoir qui est-ce qui n'est pas. C'est de faire du populisme. Ce que je voudrais dire pour en sortir, madame Frère, monsieur, c'est que, comme d'habitude, vous avez l'art de tourner les propos. On parle de la situation sociale d'un Camerounais qui vit. Vous dites que je les ai traités de pantins. Oui. C'est connu qu'un Camerounais, quand il sort de l'école, un maître de l'école touche combien, il a combien comme salaire. Vous pouvez dire ici devant le plateau. C'est de le traiter de pantin si je dis qu'il n'a pas 60 000 Vous comparez au Gabon voisin. Et vous comparez au Gabon voisin, c'est de le traiter de pantin. Est-ce que c'est le salaire qui est question? On vous parle par exemple C'est de ça qu'il est question. Les émissions économiques, on va le faire. Vous pouvez avoir 60 000 francs au Cameroun et avoir un pouvoir d'achat plus élevé que celui qui gagne 100 000 au Gabon. Comment on fait? Monsieur, voilà. Madame Fouad, j'avais encore la C'est le coût de la vie. J'avais encore, mais comme toujours, Allez-y, monsieur Gildas. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que cette plateforme, même si elle échoue, parce que moi je suis très... je ne suis pas pessimiste en fait. Mais elle n'échouera pas. Non. Je veux même aller dans le sens du RDPC. Parce que tout le monde veut le plus cher du RDPC en ce moment, c'est de voir cette plateforme échouer. Même si elle échoue, cette plateforme pourra démontrer au peuple que c'est possible de s'asseoir. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Voilà. Je dis, même si elle échoue, je veux même aller dans le pessimisme là. Elle va échouer. Elle aura démontré au peuple camerounais. Piégé par monsieur. Non, ça c'est. Il faudrait que le peuple que je lui dise déjà les victoires de cette plateforme. Cette plateforme a déjà les victoires, une réussite. C'est de montrer au peuple camerounais que c'est possible. Où sont les livrables? Nous on parle des encours de production. De quels encours de production? Vous avez les livrables. Les gens se sont assis. Ils se sont assis. Moi, où sont les livrables? Le peuple a ils viennent de reporter parce qu'ils n'ont pas de livrables. Et maintenant, vous voulez nous dire que ça produit quoi? Le report. Vous nous dites qu'il y a gestation de l'eau. Mais il n'y a jamais eu les reports en essence. Mais quel est le report qu'on a fait ici? Les partis ont sollicité, apporté leur rapport dans cette plateforme. C'est pas la première fois. La CESA a décidé ensemble de donner la possibilité à tout le monde de donner sa pierre à l'édifice. Ne pas les membres. Le Cameroun n'en savait rien. Puisqu'on a donné. Je n'ai pas suivi par exemple un donner sa proposition. Vous n'en savez rien. Attendez quand ils vont. Vous connaissez la position de M. Saint-Germain à ce sujet? Vous n'en savez rien. Bon, c'est quelle plateforme? Je suis en train de vous dire. C'est l'MRC qui est petit parti politique. La première victoire, c'est que le petit parti politique MRC a accepté s'asseoir là où l'UDC a décidé qu'il s'asseye. C'est une victoire. C'est l'humilité. C'est ce qu'on demande au RDPC. Que le RDPC apprenne à être humble. Le PCRN a été humble, a accepté aller dans l'édifice de l'UDC. Le SDF, qui est le parti le plus vieux combattant du RDPC, a accepté aller là-bas pour discuter, pour accepter qu'un jeune Kabalibi soit pour le patron de ce secrétariat-là qui va décider ce qu'il va décider. Vous avez fait quoi dans ce Cameroun? Allons sur les bases. Rien. On nous avait fait l'élection présidentielle. On a eu le temps. Il y a un téléspectateur qui pense qu'il est très embêté de voir que l'opposition. Il y a un téléspectateur qui dit qu'il pense que l'opposition compte encore sur la modification pour accéder au pouvoir. Le RDPC qui est représentant partout au pays. Donc même s'il y a modification, il va toujours gagner aux élections. Monsieur Pascal, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous allons se séparer maintenant. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on se perde. Chacun son opinion. Chacun son opinion, par exemple, celle de M. Youf ou du téléspectateur qui vient de se prononcer. Non, nous sommes confiants au PCRN, nous sommes confiants. Et à la question qui a été posée à l'honorable président national PCRN Kabalibi, de savoir, non, il ne faut pas... On s'inspire toujours des échecs. On s'inspire toujours des échecs du passé pour pouvoir se projeter dans le futur. Tout le vœu et la conviction que nous avons dans le cadre de cette plateforme et au PCRN, c'est que
les erreurs du passé, nous les avons recensées. Nous comptons les capitaliser et nous déployer dans le futur. Tout ce que nous avons à demander au peuple camerounais, ces peuples camerounais, inscrivez-vous sur les listes électorales. Parce que justement, le code électoral est primordial, mais c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit qui est son représentant, qui sera son représentant ou qui seront ses représentants. Donc le dernier mot revient au peuple. Le peuple ne peut pas rester spectateur pendant tout ce temps, pendant que les partis d'opposition, qui ne sont que des partis, qui ne sont que des institutions. Voilà, donc c'est au peuple que nous en appelons. Les inscriptions sont ouvertes. Tout à partir du 2 janvier jusqu'au 31 mai. Donc le peuple encore jusqu'au 31 mai. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui ont déjà atteint la majorité relative, on va dire quoi 30 août. Voilà, jusqu'au 31 août, voilà justement, merci. Pour s'inscrire, inscrivez-vous massivement et participez. Parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Nous avons beau être plateforme, ainsi de suite, ainsi de suite. On ne peut rien faire si le peuple ne donne pas son point de vue. Merci beaucoup. Il faudrait que le téléspectateur réfléchisse là-dessus et puisse voir si lui-même est d'abord inscrit sur les listes électorales et s'il a suffisamment sensibilisé autour de lui pour pouvoir inscrire. C'est là notre combat. Merci beaucoup. Nous allons nous séparer. Monsieur Gonsi, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Après... Avec l'évolution des choses qui se passent entre l'opposition du Cameroun et le RDPC, le parti au pouvoir? Nous, au SDF, nous avons bientôt 31 années de lutte au Cameroun. Et nous pensons que les aspirations que nous avons plantées pour l'avènement d'un État démocratique et souverain est en train de porter ses fruits. Nous avons une classe politique qui est de mieux en mieux aguerrie. Nous avons un peuple, une population qui comprend de plus en plus les enjeux. Donc il n'y a aucune raison de penser que demain sera sombre. Demain sera plutôt réduisant de belles fleurs pour le Cameroun. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le RDPC est en fin de règne. Aujourd'hui, à nous de nous organiser, tout simplement pour bien mettre sur pied le mécanisme de cette transition. Cette transition qui sera aussi générationnelle. Et ça, c'est la marche inéluctable vers laquelle nous sommes en train d'aller. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Gonsi du Social Democratic Front. Alors, nous allons avoir votre dernier mot, monsieur Gildas, depuis le MRC. Qu'est-ce que vous pouvez dire en face de cette situation qui règne? Est-ce que les choses peuvent changer? Bon, les choses vont changer. Elles sont en train de changer. Et c'est très, très positif. Parce que le plus difficile en politique, c'est le résultat immédiat. C'est pour ça que le président Moïse Kamto pouvait dire, dans la politique, il y a plusieurs facteurs. La résistance aussi. Donc il faut croire en ce que vous faites et être résistant. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on doit mettre du revers de la main une gouvernance de 50 ans. Ça, c'est pas un jour, comme une baguette de magie. Ils sont plantés sur le terrain. Ils font tout pour empêcher les partis politiques de s'implanter dans les fiefs dont ils pensent que ce sont les leurs. Mais même jusque-là, nous ne baissons pas les bras, nous sommes confiants, nous continuons de travailler. Et je voudrais rappeler aux téléspectateurs que si les partis politiques ne sont pas implantés dans toute l'étendue du territoire, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas. C'est parce que la machine en place fait tout pour que cela n'arrive pas. Parce qu'ils savent que la population en a marre, en principe. Et la population veut aussi le changement par la paix. Donc, ils doivent bloquer pour qu'on ne s'installe pas. Ils doivent qu'ils décident de qu'ils mettent au ministère de la Justice ou bien de qu'ils nomment au niveau du Conseil constitutionnel. Et ça devrait faire partie de la séparation des pouvoirs pour que l'exécutif n'ait pas le pouvoir sur tous ces autres pouvoirs. Si on avait un élé comme indépendant, on ne serait pas là. Donc,
il y a espoir et on est sûr qu'on arrivera. Merci beaucoup, M. Gildas, qui a représenté justement le parti MRC. Un petit mot de fin du RDPC de M. Huit. Oui, juste du consortium des partis régionalistes qui sont regroupés en ce moment et qui sont aussi intérêts à se rapprocher du Rassemblement démocratique camerounais parce que sur le plan des droits démocratiques, pour que le code électoral puisse également connaître modification, il va falloir une adhésion également des parlementaires du RDPC. Donc, nous les invitons il n'y a pas de honte à ce que quand on dit un code électoral consensuel, ça voudrait aussi dire qu'il doit être consensuel, que ce soit du parti au pouvoir ou bien des partis de l'opposition. Donc, nous les invitons à se rapprocher de nous également et à faire des efforts de quitter leur base régionaliste. Malheureusement pour le PCRL, lorsque M. Kabalibi, l'honorable Kabalibi, a voulu aller du côté du NUN, il a perdu au niveau du non-équilibre régional là-bas. Bon, donc nous disons que les bases doivent être consolidées et ils doivent faire un effort d'être national et de continuer à saluer maintenant pour le RDPC également puisse continuer à adhérer. Mais ils ont un avantage, c'est que les CAM et le RDPC en appellent tout au moins déjà à une relecture du code électoral. Merci beaucoup, M. Lutte, qui représentait ici le RDPC, le parti au pouvoir. Et merci beaucoup pour vos points de vue, pour vos réactions, très chers téléspectateurs de la télévision du Monde. Politiquement incorrect prend fin de ce jour. Nous serons toujours ensemble la semaine prochaine à la même heure. Bonne journée et bonne fin de journée.